Bonjour, on continue le chapitre 4. On va définir maintenant l'isomorphisme canonique de E dans E étoile en utilisant le produit scalaire. Donc déjà, on sait que pour tout E dans E, l'application θu qui va de E dans R, elle est étant définie par θu d'un élément x, donc x il est dans E, est égal au produit scalaire U fois x, U étant un élément de E également. Donc cette application θu, elle est linéaire, parce que le produit scalaire lui-même, il est bilinéaire. Donc si on remplace x ici par lambda x1 plus x2, on a la linéarité à partir de la deuxième linéarité dans le produit scalaire ici. Donc θu étant linéaire, elle est dans E étoile. Maintenant, on définit alors l'application θ qui va de E dans E étoile et qui a un élément U de E, donc ce U il appartient à E. Faites attention, le U ici, ce n'est pas une application linéaire, c'est un élément de E. Donc c'est un élément de E. Θ de U est égal à θu est un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc θu, ou bien θ de U, d'accord, c'est une application linéaire qui, appliquée à un élément X, va donner U de U scalaire X. Voilà. Et donc θ de U étant égal à θu, ce θ-là, il va de E dans E étoile, et il définit un isomorphisme, donc ce θ, il est bijectif. On peut vérifier que c'est le cas, en fait. Déjà, θ est linéaire, c'est facile à vérifier, parce que θ de lambda U plus V, U et V étant deux éléments de E, c'est égal à lambda θ de U plus θ de V. Parce que θ de lambda U plus V, c'est égal à θ lambda U plus V. Et donc, en remplaçant ceci dans le produit scalaire, on va constater que c'est bien égal à lambda θ de U plus θ de V. Donc, elle est linéaire. Et ensuite, étant linéaire, puisqu'on a l'égalité des dimensions entre E et E étoile, c'est un résultat du deuxième chapitre, donc il suffit de montrer que θ est injectif pour avoir θ bijectif. Donc, on aura un isomorphisme. Donc, pourquoi θ est injective? C'est parce que si on prend un élément du kerr θ, un élément U, alors θu sera égal à 0, parce que θ de U égale à 0, d'accord, c'est dans le kerr, et donc θu égale à 0, ça signifie que quel que soit x appartient à E, θu de x égale à 0, donc U scalaire x égale à 0, ce qui fait que U sera dans l'orthogonale de E, et puisque U est dans l'orthogonale de E, alors U est égal à 0, parce que l'orthogonale de E c'est 0. Donc, ce qui fait que le kerr de θ sera égal à 0, et donc θ est injectif, du coup, θ est un isomorphisme. Maintenant, si on applique ceci pour les hyperplans, donc on prend H un hyperplan, d'après ce qu'on a fait dans le chapitre 2, si on a H un hyperplan, donc il existe une application linéaire phi, donc un élément de E étoile, tel que H est le kerr de phi. Donc ça, on l'a déjà discuté dans le chapitre 2. Donc, il existe phi dans E étoile tel que H égale kerr de phi. Maintenant, puisqu'on a démontré qu'il y a une bijection entre E et E étoile, alors, il existe un unique antécédent de phi, cet élément de E étoile, dans E, avec l'application, évidemment, θ, qui est l'isomorphisme qu'on a défini entre E et E étoile. Donc, il existe un unique élément U appartenant à E, qui soit antécédent de phi par l'application θ, donc tel que phi égale θ de U, et donc phi égale θu. Maintenant, pour tout élément x, donc quel que soit x appartenant à h, on a θu de x égale à 0, parce que θu de x c'est phi de x, et h c'est kerr de phi. Donc θu de x égale à 0. Donc ceci est équivalent à x u produit scalaire égale à 0, d'après la définition de θu. Et donc, à partir de là, on a U qui sera dans l'orthogonale de H, parce que U scalaire X égale à 0 pour tout X dans H. Et par conséquent, on a H qui est égal à l'orthogonale de U, parce que ce sont tous les éléments qui sont orthogonaux à U. Et donc, ce U-là, on l'appelle le vecteur normal à H. Donc, pour interpréter un peu ça, si par exemple, on est dans l'espace R3, donc si E, c'est R3.
un hyperplan de R3 sera un plan de R2. Par exemple, le plan engendré par IJ, ou bien celui engendré par JK, ou bien par KI. Si on prend par exemple le plan engendré par donc vect IJ, d'accord? Donc ça c'est H. Donc H c'est le ker d'un certain phi. Mais c'est quoi phi dans ce cas? Phi par exemple peut être l'application qui à tout élément de R3 fait correspondre sa projection sur K. Donc si phi est la projection sur suivant K, alors tous les éléments de H, leur projection suivant K, elle est 0, parce que H c'est vect IJ. Alors H égale à ker phi. Et donc si on prend un élément de H orthogonal, par exemple le K, il appartient à H orthogonal, parce qu'il est orthogonal à tout élément du plan IJ. Donc si on prend K, par exemple, K est un vecteur normal au plan, parce que K, il est orthogonal à H, donc il appartient à H orthogonal, ou bien H c'est l'orthogonal de K, parce que tous les éléments de H, ils sont orthogonales à K. Maintenant, si on a une base orthonormale donc de E, c'est le cas de R3 par exemple. Si on a une base orthonormale de E, donc si l'élément U en question, il s'écrit comme somme des AIEI parce qu'il s'écrit comme combinaison des éléments de la base évidemment, et l'élément X s'écrit comme somme des XI et EI. Donc ces deux éléments, X appartient à H spécifiquement, U appartient à tout E. Donc l'équation de H qui est égale à U orthogonal, c'est quoi? Ce sont les éléments qui sont orthogonaux à U. Donc il faut que le produit scalaire entre U et X soit égal à 0. Et donc le produit scalaire de UX, ce n'est autre que le produit scalaire de somme des AIEI, scalaire somme des XIEI. Et donc comme on fait tout le temps quand on a une base orthonormale, puisqu'elle est bilinéaire cette application, le produit scalaire quoi, donc c'est égal à somme des AI, XI, EI, EJ. Et donc ce EI, EJ est égal à 0 partout, sauf quand I est égal à J. Ce qui fait que les termes qui vont rester là, ce sont les termes AI, XI. En fait, là, ça doit être J, pardon. Donc voilà. Du coup, ce qui va rester ici sont les termes AI, XI. Et donc, on va avoir que le produit scalaire c'est égal à somme des AI, XI. Et donc, c'est ce produit scalaire qui doit être égal à 0. Donc, du coup, les éléments de H doivent vérifier ça. Alors, si on prend l'exemple de R3 par exemple, l'équation d'un hyperplan s'écrit comment? Elle s'écrit comme AX plus PY plus CZ, où ABC sont les composantes de la normale à ce plan, et X, Y, Z représentent les éléments qui appartiennent à l'hyperplan H. On va définir maintenant plusieurs types d'endomorphismes. Donc, on commence par les endomorphismes orthogonaux. Donc, on dit qu'un endomorphisme F, donc une application linéaire qui va de E dans E, on dit qu'un endomorphisme F de E est orthogonal s'il préserve le produit scalaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a deux éléments x, y, et on a le produit scalaire x, y, alors le produit scalaire de leurs images respectives, donc le produit scalaire de f de x avec f de y, sera égal au produit scalaire de x fois y, ou bien par y. En particulier, par exemple, si x, y sont deux éléments orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0, alors leurs images seront deux éléments orthogonaux. On note alors OE, l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de E. Si on prend par exemple la symétrie orthogonale, c'est un endomorphisme orthogonal parce que si on fait S de X, S de Y, donc on a déjà démontré que S est un endomorphisme symétrique, ce qui fait que ceci est égal à X, S selon S de Y, et donc S selon S, parce que S est une symétrie, c'est l'identité, donc ce qui fait que c'est égal à X, Y. Donc S étant une symétrie orthogonale, c'est un endomorphisme orthogonal. Maintenant, puisque F est un endomorphisme orthogonal, alors il préserve le produit scalaire, donc il préserve la norme. Donc si on prend F dans LE tel que F appartient à O de E, donc c'est un endomorphisme orthogonal,
Donc f préserve la norme, dans le sens que si on prend x dans E, on a la norme de f de x égale à la norme de x. Donc la norme de x c'est égal à la norme de son image. Et donc évidemment c'est pas facile à démontrer parce que ceci provient du fait, au moins la première implication, elle provient du fait que f préserve le produit scalaire. Donc si elle préserve le produit scalaire, alors le produit scalaire de f de x par f de x, ce n'est autre que le produit scalaire de x par x. Et donc on a la norme de f de x au carré égale la norme de x au carré, donc la norme de f de x égale la norme de x. Réciproquement, si on va dans l'autre sens, si on a f qui préserve la norme, alors on souhaite démontrer que f préserve le produit scalaire, donc on va calculer le produit scalaire de f de x par f de y, x, y étant deux éléments de E. Et donc, pour transformer le produit scalaire en norme, on a la formule qui dit que le produit scalaire de f de x par f de y, c'est 1/2 la norme de f de x plus f de y au carré, moins la norme de f de x au carré, moins la norme de f de y au carré. Donc, c'est la même formule qu'on a pour les formes quadratiques et les formes polaires, n'est-ce pas? Le q étant la norme et le phi étant le produit scalaire. Donc, c'est égal à 1/2 fois la norme de f de x plus y. Et ceci est vrai parce que f est linéaire. Moins f de x carré, moins f de y carré. Et donc, le produit scalaire f de x par f de y, c'est égal à 1/2 fois la norme de x plus y au carré, parce que f préserve la norme, moins la norme de x au carré, moins la norme de y au carré. Et les voilà. Et donc, ceci, d'après la même formule, n'est autre que le produit scalaire x par y. Maintenant, on peut affirmer aussi que un endomorphisme orthogonal est un automorphisme. Donc, il est bijectif. On l'appelle alors une isométrie vectorielle. Pourquoi on a ceci? En fait, puisque E est de dimension finie, il est suffisant de montrer que f est injectif. Et pour démontrer que f est injectif, donc on prend un élément dans le Caire et on démontre qu'il est égal à 0. Donc, si x appartient au Caire f, alors f de x égale à 0. Donc, puisque f de x égale à 0, donc la norme de f de x est égale à 0. Et puisque f préserve la norme, alors la norme de x est égale à 0, et donc x égale à 0. Du coup, on a l'injectivité avec la dimension finie, donc on a la bijectivité, donc c'est un automorphisme. Donc un endomorphisme orthogonal, il est bijectif, c'est un automorphisme. Et donc, si on a f un endomorphisme orthogonal, on a l'inverse de f qui existe et qui est un endomorphisme orthogonal à cause de la bijectivité. Et donc, on peut alors dire que O de E sera un sous-groupe de GL de E. Donc, les endomorphismes orthogonaux forment un sous-groupe de l'ensemble des automorphismes de E. Et on appelle O de E le groupe orthogonal de E. Maintenant, comment on peut caractériser un endomorphisme orthogonal? Caractériser, c'est trouver des moyens pour démontrer qu'un endomorphisme est orthogonal. Donc, trouver des choses qui sont suffisantes pour dire qu'un endomorphisme est orthogonal. En fait, on a l'équivalence entre les assertions suivantes. Si f est un endomorphisme déjà, on a l'équivalence entre f est orthogonal et toute base orthonormale de E, son image par f est une base orthonormale de E. Ou bien, le plus intéressant, c'est dire qu'il existe une base de E telle que son image est une base orthonormale de E. Donc, si on peut trouver une base orthonormale, même une seule base orthonormale de E, telle que son image est aussi une base orthonormale de E, alors f est un endomorphisme orthogonal. Et donc, pour démontrer ceci, on démontre déjà que A implique B. Donc, A, ça veut dire que f est un endomorphisme orthogonal. On prend n'importe quelle base orthonormale. Donc, puisque f préserve le produit scalaire, alors le produit scalaire f de EI, f de EJ, évidemment EI, EJ étant deux éléments de la base, est égal au produit scalaire EI, EJ. Et donc, ceci est égal à delta IJ, donc c'est soit 0, soit 1. 1, c'est quand I égale à J, parce que la base, elle est orthonormale. Du coup, les images f de EI et f de EJ vérifiant ceci forment une base orthonormale. Et donc, B implique C. Ça, c'est évident parce que si on a si la propriété disant que pour n'importe quelle base orthonormale, son image est orthonormale, alors évidemment, s'il existe une base, son image sera orthonormale. C'est un cas particulier. Mais sauf que il faut dire qu'il existe une base.
Et l'existence de la base, on le sait, d'après ce qu'on a fait avant, on a dit que toujours on peut trouver une base orthonormale avec des procédés de construction de la base. Maintenant, pour le C implique A, si on a une base orthonormale telle que son image est une base orthonormale, est-ce qu'on peut démontrer que F est un endomorphisme orthogonal? Donc on prend deux éléments, X égale à la somme des XI et EI, Y égale à la somme des YI, EI aussi. Donc le produit scalaire F de X par F de Y étant égal maintenant à la somme IJ de XI, YJ évidemment, par le produit scalaire de F de EI, F de EJ. Ça doit être à côté de somme de XI, YJ. Et donc c'est égal à la somme I sur I, somme sur J, des XI, YJ, fois de delta IJ qui est égal à ce produit scalaire. Et donc c'est égal à la somme I allant de 1 à N de XI, YI, ici, pardon, c'est YI. Donc c'est le produit scalaire de XY dans la base orthonormale. Et donc on a F de X, F de Y qui est égal au produit scalaire XY, et donc F est un endomorphisme orthogonal. Et maintenant, si on parle des matrices, donc les matrices orthogonales, donc on prend A, une matrice de Mn de L, donc c'est une matrice carrée d'ordre N, on dit qu'elle est orthogonale si la transposée de A fois A est égale à la matrice identité. Et on va voir comment ça peut être lié aux endomorphismes orthogonaux. Donc on note ON de R, donc je rappelle, le O de E c'était l'ensemble des endomorphismes orthogonaux. Maintenant le ON de E ou bien ON de R dans ce cas, les matrices réelles, c'est l'ensemble de toutes les matrices orthogonales d'ordre N. Et on peut démontrer la proposition très importante suivante. On peut démontrer que si A est orthogonal, alors ceci est équivalent à A est inversible et A-1 égale transposé de A. Ça c'est facile, c'est immédiat, parce que puisque TA fois A c'est l'identité, alors TA c'est l'inverse de A à gauche, et donc A est inversible. Ensuite, ceci est équivalent aussi au suivant. Donc si on a B une base orthonormale de E et F une forme linéaire sur E avec A la matrice associée à F dans la base orthonormale B, alors F est un endomorphisme orthogonal. Donc si A est une matrice orthogonale, alors si A est la matrice d'une certaine forme linéaire F, alors F est un endomorphisme orthogonal. Et l'inverse aussi. Donc si F est un endomorphisme orthogonal, alors la matrice de F dans une base orthonormale est une matrice orthogonale. Et finalement, les vecteurs colonnes ou bien les vecteurs lignes de A forment une base orthonormale de Rn. Donc si on prend les colonnes ou bien les lignes de A, ils sont une base orthonormale. Donc si on fait leur produit scalaire, ça va donner delta IJ. Donc déjà, l'équivalence entre le premier point et le second point, c'est immédiat. Maintenant, démontrons l'équivalence entre A et C. Donc si A est orthogonal, alors si B est une base, etc., alors F est un endomorphisme orthogonal. Donc si A est orthogonal, alors quel que soit XY dans E, il faut démontrer que F de X, F de Y, c'est égal à XY. Donc F préserve le produit scalaire. Or F de X, F de Y, c'est quoi? C'est T de AX fois AY, parce que F de X c'est AX et F de Y c'est AY. Donc on a déjà parlé de ça quand on a évoqué le produit scalaire, quand on a défini le produit scalaire. Donc ceci est égal à transposé de X fois T de A par A fois Y. Or T de A par A c'est l'identité parce qu'on a par hypothèse que A est orthogonal. Donc c'est égal à T de X Y qui n'est autre que X scalaire Y parce que X, Y étant donné dans une base orthonormale. Et donc, F préserve le produit scalaire, alors F est orthogonal. Ensuite, C implique A. Donc, si on prend F comme étant un endomorphisme orthogonal, donc F préserve le produit scalaire. Donc, pour tout X, Y dans E, on a le produit scalaire F de X, F de Y est égal au produit scalaire de X avec Y. Ce qui fait que pour tout grand X et grand Y, qui sont les représentations vectorielles de petit x, petit y, hein, matricielles. Donc, on a T de X par T de AA par Y égale à T de XY. Ceci provient de
f de x scalaire f de y, et ceci provient de x scalaire y. Donc on a l'égalité entre ces deux. Et donc pour tout x, y, alors, on a t de x par t de a par a moins l'identité fois y. Donc on ramène ce t de x, y de ce côté-là et on dit que c'est égal à 0. Et donc, si ceci est vrai pour tout x, y, alors il faut avoir cette matrice qui est égale à 0. Ce qui fait que t de a égale in, alors a est une matrice orthogonale. Et finalement, pour l'équivalence entre a et d, donc si on prend a comme étant la matrice donnée par les éléments a, i, j, du coup la transposée de a sera donnée par les éléments b, i, j qui sont les a, j, i en fait parce qu'elle est transposée. Et donc le produit t de a par a, c'est les éléments c, i, j. Je les appelle c, i, j. Donc on suppose que les cj, les grands cj, sont les vecteurs colonnes de a. Et on suppose aussi que b0 c'est la base canonique de Rn. Alors, pour tout j allant de a à n, on a les cj qui sont les vecteurs colonnes. Donc, ces vecteurs-là sont égaux à somme i allant de 1 jusqu'à n des a, i, j, e, i, parce qu'on va parcourir toute la colonne. Donc, il est suffisant maintenant de montrer que on a l'équivalence entre t de a par a égale in, ce qui fait que a est orthogonal, et entre cj, ck égale delta jk pour dire que c'est une base orthonormale. Or, cj, ck, c'est égal à la somme i sur i et sur l de a, i, j, a, l, k. Donc ça provient du produit scalaire. Fois e, i, e, l. Mais e, i, e, l est égal à delta i, l. Donc c'est égal à 1 seulement quand i est égal à l. Ce qui fait que cette somme-là sera une somme sur i seulement de a, i, j, a, i, k. Mais les a, i, j, ce ne sont autres que les b, j, i. Parce que les b, j, i, c'est les éléments de la transposée. Et donc, cette somme BJI AIK, ce n'est autre que la somme du produit BJI AIK, c'est égal à CJK, les éléments du produit T de A par A, donc égal à l'élément JK de la matrice T de A par A. Du coup, si la transposée de A par A égale à l'identité, on a CJ, CK égale delta I et JK, et vice versa. Si CJ, CK égale à delta JK, on a transposé de A par A égale à l'identité. Donc on a l'équivalence entre CJ base orthonormale et A une matrice orthogonale. Donc, alors finalement, dans la remarque, on dit qu'on a l'équivalence entre F endomorphisme orthogonal et la matrice associée est une matrice orthogonale. On a l'équivalence entre ces deux choses. Et par conséquent, on peut dire que si A est orthogonal, alors le déterminant de A égal au déterminant de F. Mais puisque le déterminant de A fois la transposée de A, c'est le déterminant de IN, donc c'est égal à 1, alors le déterminant de A fois le déterminant de transposée de A égale à 1, or le déterminant de transposée de A, c'est égal au déterminant de A. Ce qui fait que le déterminant de A, le tout au carré égale à 1, donc le déterminant de A sera égal à plus 1 ou moins 1. Donc le déterminant de A c'est plus ou moins 1 et le déterminant de F, l'endomorphisme orthogonal associé, c'est égal à ce qu'on appelle le déterminant de F quoi, c'est égal à plus ou moins 1. Et en plus, on a le spectre de A qui est égal évidemment au spectre de l'endomorphisme associé F. Il est inclus dans moins 1. Donc les valeurs propres peuvent être 1 ou moins 1 ou bien les deux. Bah, en fait, pour démontrer ceci, pour le déterminant, on l'a déjà dit pourquoi ça marche, pourquoi c'est plus ou moins 1, il est là. Et si lambda est dans le spectre de A, donc lambda est dans le spectre de F, ça veut dire que lambda est une valeur propre, alors il existe un vecteur propre non nul x, tel que f de x égale lambda x. Mais la norme de f de x sera égale à la norme de lambda x, ce qui est égal à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Mais en fait, on sait que la norme de f de x, c'est la norme de x parce que f, c'est un endomorphisme orthogonal, donc il préserve la norme. Et donc, alors, ce qui fait que on simplifie le x, ça donne que lambda en valeur absolue est égal à 1, donc lambda peut être seulement plus 1 ou moins 1. À partir de ce qu'on a fait, on va donner un résultat additionnel, une interprétation quoi. En fait, puisque A est orthogonal, donc on a dit A moins 1 sera égal à la transposée de A.
Mais 1 moins 1, c'est le 1 sur déterminant de A fois la transposée du cofacteur de A. Très bien. Et de l'autre côté, on a la transposée de A. Donc, puisqu'on sait que le déterminant de A peut être seulement 1 ou moins 1, alors le cofacteur de AIJ peut être égal à AJI ou bien moins AJI. Il n'y a pas autre choix. Ou bien en d'autres termes, le cofacteur AIJ peut être égal à AIJ ou bien moins AIJ. Quand est-ce qu'il sera égal à AIJ? C'est quand le déterminant c'est plus 1. Et quand est-ce qu'il est égal à moins AIJ? C'est quand le déterminant est moins 1. Et alors, pour savoir le déterminant de la matrice orthogonale, s'il est plus 1 ou moins 1, il suffit de calculer le cofacteur de AIJ. S'il est égal à AIJ, alors le déterminant c'est 1. S'il est égal à moins AIJ, alors le déterminant c'est moins 1. Et c'est ce qu'on dit dans la conséquence ici. Maintenant, soit ONR, alors on a dit l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n. Alors ce ONR, c'est un sous-groupe de GLN de R qu'on appelle le groupe orthogonal de degré n. Donc ce sont les matrices orthogonales de degré n. Et puisque pour tout endomorphisme orthogonal, on peut associer une matrice orthogonale et vice-versa, alors on a un isomorphisme, on a une bijection entre l'ensemble O de R et ON de R. Évidemment, O de R, il est muni de la loi Ron et ON de R muni de la multiplication fois entre les deux matrices. On peut démontrer aussi que la matrice de passage d'une base orthonormale à une autre base orthonormale est une matrice L orthogonale. Donc si on a B une base orthonormale de E, B' une autre base, alors la matrice de transition ou bien de passage P de B à B', elle est orthogonale si et seulement si B' est une base orthonormale. En fait, si P est orthogonal, donc si on appelle F l'endomorphisme orthogonal associé à P, donc si P est orthogonal, alors F est orthogonal. Donc F de la base B qui est égale à B', parce que la matrice P montre la base B' en fonction de la base B. Donc F de B qui est égal à B' est orthonormal, parce que si B est orthonormal et F est un endomorphisme orthogonal, alors B' sera orthonormal également. Et donc B' est orthonormal avec les F de EI égale à EI'. Et en fait, puisque P-1 égale T de P parce que P est orthogonal, alors on peut exprimer aussi les EI en fonction des EJ' ou bien les EI' en fonction des EJ. Voilà. Et donc finalement, on note SOE, l'ensemble de tous les endomorphismes orthogonaux de déterminant égal à 1, et SON, l'ensemble de toutes les matrices orthogonales de déterminant égal à 1. Et SOE sera un sous-groupe de OE muni de la loi Ron, et SONR est un sous-groupe de ON de R muni de la multiplication des matrices. Et donc SOE aussi, il est isomorphe à SON de R, donc l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant égal à 1 est isomorphe à l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de déterminant égal à plus 1. Et en fait, pourquoi c'est SOE? Parce qu'on l'appelle le groupe spécial orthogonal de E. Et SON de R est le groupe spécial orthogonal de degré n.